La situation de mon exposé en cette fin de matinée me paraît particulièrement, par une heureuse coïncidence, s'harmoniser particulièrement bien avec les deux exposés précédents, notamment celui de Philippe Drieux, même si justement mon point de vue est un peu différent, mais je pense que dans la discussion on aura l'occasion d'en reparler. Donc j'ai donné à cet exposé le titre « L'utilité propre de l'art ». Et à titre de remarque préalable, je voudrais simplement dire que j'aurais dû ajouter un point d'interrogation à ce titre, puisqu'il ne s'agit pas pour moi d'affirmer l'existence au sein de la philosophie de Spinoza d'une thèse relative à l'utilité propre de l'art, mais simplement de me demander dans quelle mesure une telle utilité est pensable à partir des concepts spinozistes. Ce faisant, il ne s'agit nullement de faire dire à Spinoza ce qu'il ne dit pas. La notion d'utile propre n'est pas expressément associée aux relations que les hommes entretiennent avec les arts, mais de réfléchir à la possibilité de faire usage de certains concepts de Spinoza pour élaborer et soutenir une telle notion. Mais d'abord, pourquoi se proposer une telle recherche ? Il me semble qu'il est possible de considérer que le contexte de la production artistique contemporaine et les bouleversements qu'elle a connus depuis la fin du XIXe siècle ont rendu obsolète l'opposition qui a longtemps prévalu entre l'esthétique et le rejet de l'esthétique. L'esthétique, définie sommairement, j'en conviens, comme fait de s'intéresser au jugement sur les œuvres, en accordant un rôle majeur à la sensibilité, et la critique de l'esthétique renvoyant cette dernière à une simple approche subjective de l'œuvre, lui préférant une considération de l'œuvre d'art comme manifestation de l'intelligible ou ouverture à la vérité par une dispensation de l'être. Pour engager mon propos, pour le construire aussi, je reprendrai le point de vue qui oriente la démarche de Roger Puivet dans son livre « L'ontologie de l'œuvre d'art », à savoir l'idée que l'expérience esthétique n'est pas une expérience de nature spécifique, irréductible à l'expérience quotidienne, qu'elle soit prosaïque ou scientifique. Il y a certes en philosophie des questions esthétiques, mais il n'y a pas d'esthétique ou de philosophie de l'art comprises comme des disciplines autonomes dotées de contenu et de méthodologies hétérogènes. Traiter des questions esthétiques en philosophie requiert en ce sens à la fois de se préoccuper, de parvenir à une ontologie de l'œuvre d'art et de chercher également à caractériser le rapport qu'il est possible d'entretenir avec l'œuvre, ou plus largement, si le terme d'œuvre ne convient pas toujours, avec les productions de l'art, sur la base des propriétés qui la rendent susceptible, cette œuvre, cette production, d'une expérience esthétique, et en considérant justement que toutes les propriétés d'un objet ne sont pas susceptibles de cela. Il a été souvent rappelé, y compris lors de la journée d'hier et ce matin, qu'on ne trouve dans la philosophie de Spinoza ni traitement déterminé de la nature des arts ou de leur production, ni réflexion esthétique au sens d'une réflexion sur les sentiments que nous pourrions ou devrions éprouver, jugements que nous pourrions ou devrions porter sur les œuvres. Alors, bon, c'est ce qui sera... Après l'exposé de Philippe Drieux, on peut certainement revenir sur ce que je viens d'affirmer, mais enfin, bon, je partirai tout de même de là. Si juger de la beauté de la nature ou des œuvres d'art est une des caractéristiques essentielles du jugement esthétique, l'appréciation de la beauté relève au moins à un certain niveau chez Spinoza, et selon les formulations de l'appendice de la première partie, du premier genre de connaissance. Mais il me semble que c'est peut-être précisément parce que ces questions ne sont pas les siennes qu'il est possible de rechercher dans sa philosophie des outils conceptuels permettant d'instruire certaines difficultés propres à l'approche contemporaine des arts
et de les travailler différemment. Notamment de se confronter à ces questions. Qu'est-ce qui est ou non œuvre d'art? Quelle expérience sommes-nous susceptibles d'en avoir? Quel jugement sommes-nous susceptibles de porter sur elles? Comment sommes-nous affectés par les œuvres ou plus largement par les productions artistiques? Il me semble justement que la lecture de Spinoza permettrait d'associer une approche ontologique de l'œuvre et une considération des affects qu'elle peut engendrer, qu'elle permettrait de penser l'expérience esthétique sans la penser comme expérience radicalement autre, de penser également ce qui est partagé par l'artiste qui produit l'œuvre et celui qui la reçoit, ce qu'il y a de commun à l'œuvre et au corps qu'elle affecte. Commun étant ici à entendre, renvoyant ici, de mon point de vue, aux propriétés communes des corps et aux notions communes associées. Et de manière anachronique, mais qui pourrait se justifier par une autre forme de nécessité, notamment par un certain rapport à la géométrie, je voudrais me référer à Klee, à Paul Klee, qui s'exprime en des termes qui font ressortir cette importance du commun. Je cite la théorie de l'art moderne. Klee écrit « Il faut bien qu'il existe un terrain commun à l'artiste et au profane, un point de rencontre d'où l'artiste n'apparaisse plus fatalement comme un cas en marge, mais comme votre semblable, jeté sans avoir été consulté dans un monde multiforme, et comme vous, obligé de s'y retrouver tant bien que mal. » La différence entre eux, poursuit Klee, consistant simplement entre l'artiste et le profane, consistant simplement dans le fait que l'artiste dispose de moyens spécifiques pour se tirer d'affaire, puisque l'artiste trouve son salut dans la réalité d'une œuvre, alors que le profane peut simplement se rapporter à une œuvre qu'il n'a pas produite. Ce que je retiens ici de cette citation de Klee, ce n'est pas tant la différence entre l'artiste et le profane que l'idée que nous sommes plongés dans un monde multiforme et néanmoins commun, que nous avons à y exister et que nous devons nous orienter dans la multiplicité des formes du monde. Ce que les œuvres permettent de faire, différemment sans doute pour l'artiste et pour le profane, mais ce qu'elles ne peuvent faire que du fait d'une expérience de ce terrain commun. La question que je me pose est donc la suivante: cela peut-il se penser à partir d'une notion d'utile propre? Si, comme Spinoza l'affirme dans le Scoli de la proposition 18 de la quatrième partie, il n'est rien de plus utile à l'homme que l'homme, je me demande s'il est possible de déterminer cet énoncé, de le comprendre à partir de la relation à des œuvres, et ce, aussi bien du point de vue de la production de ces œuvres que de leur réception. Donc, est-ce qu'il est possible de comprendre à partir de la relation à des œuvres, de même que cet énoncé peut être compris à partir de la société politique, même si il n'entre pas là dans mon projet d'identifier l'approche entre guillemets esthétique et d'identifier ou de confondre l'approche esthétique et l'approche politique. Dans ce Scoli, Spinoza écrit que nous ne pouvons jamais vivre sans avoir commerce avec les choses qui sont à l'extérieur de nous, et ces choses ne se limitent pas, bien sûr, à celles qui assurent notre conservation en un sens étroit. Les œuvres d'art relèvent-elles de ce qui nous est proprement utile. Cela revient à se demander s'il n'y a pas, dans la philosophie de Spinoza, au sujet de l'art, des œuvres d'art, place pour autre chose que pour un simple relativisme physiologique et judicatif, autant de têtes, autant d'avis, place pour des notions communes liées aux propriétés communes des corps et qui trouveraient leur place aussi bien dans les œuvres que dans la réception que nous pouvons en avoir. Pour donner consistance à cette hypothèse de lecture, je m'appuierai sur des textes qui ont déjà été plusieurs fois cités ce matin et hier. Et je commencerai par le Scoli de la proposition 45 de la quatrième partie, par
justement l'existence et l'énumération de ces plaisirs dont il faut user des choses, y prendre plaisir autant que faire se peut est d'un homme sage, et dans cette énumération, on trouve aussi bien la musique que le théâtre et, dit Spinoza, des autres choses de ce genre. J'ai beaucoup appris hier en écoutant l'intervention de Maxime Revers sur la perception que Spinoza pouvait avoir du théâtre, et je me place d'un point de vue différent, beaucoup moins historiquement précis. Mais il me semble que, compte tenu de cette énumération qui inclut la musique, le théâtre, les jeux qui exercent le corps, il est possible de considérer que le rapport aux arts, dans leur variété, peut y trouver place, même si la peinture, par exemple, n'est pas ici mentionnée, alors qu'elle l'est dans le Scoli 2 de la deuxième proposition de la troisième partie de l'éthique. Il me semble qu'il n'y a aucune contradiction à envisager une telle extension du propos de Spinoza. User des plaisirs, cela implique simplement une affection sensible du corps et le corrélat joyeux de cette affection dans l'esprit. Ce qui est frappant également dans ce Scoli, c'est qu'aucune différence de nature, aucune hiérarchie n'est établie entre les plaisirs, entre l'agrément des plantes vertes d'un côté et le théâtre, entre ce qui ne serait qu'agréable et ce qui serait un plaisir spécifiquement esthétique et désintéressé. Alors cela pourrait bien sûr être identifié comme une forme de négligence par Spinoza des arts, mais il me semble que cela n'est pas le cas. Spinoza explique la nécessité d'user de ces plaisirs par le fait que le corps humain se compose d'un très grand nombre de parties de nature différente, parties qui ont continuellement besoin d'une alimentation nouvelle et variée pour que le corps soit partout apte à tout ce qui peut suivre de sa nature et par conséquent pour que l'esprit, lui aussi, soit partout également apte à comprendre plusieurs choses à la fois. Il me semble que cette alimentation des corps, cette alimentation variée à laquelle Spinoza mentionne, peut se comprendre justement comme multiplicité de relations à d'autres corps qui sont susceptibles de l'affecter. Et si on reste dans la perspective de la peinture, puisque je me suis référée à Klee, la couleur, la figure, le matériau pourraient faire partie de ces relations qui interviennent dans le rapport aux autres corps et qui l'affectent. L'œuvre ainsi entendue n'est pas la manifestation sensible d'un intelligible. En revanche, les affections du corps s'accompagnent dans l'esprit d'une idée de ces affections. Le corps humain, parce qu'il est composé d'un très grand nombre de parties, peut être nourri, je reprends le terme, d'une pluralité de manières qui sont autant d'occasions pour que l'esprit puisse comprendre plusieurs choses à la fois. La rencontre de certains corps, au nombre desquels on peut compter les œuvres, est l'occasion d'un passage à une joie plus grande, au point de considérer, comme le fait Spinoza à la fin de ce Scoli, que cette alimentation nouvelle et variée relève d'une règle de vie qui s'impose clairement comme la meilleure de toutes. Alors l'importance de se comprendre plusieurs choses à la fois a été soulignée hier par Julie Henry, mais je me permets simplement d'y revenir. Ontologiquement, Spinoza ne distingue pas nature et artifice. Les œuvres, tous les objets fabriqués sont des modes, au même titre que les corps naturels. Ils sont une certaine composition de parties. Mais qu'est-ce qu'une œuvre et comment est-elle produite ? On peut considérer à un certain niveau qu'une œuvre d'art, quelle qu'en soit la matière, est un certain corps composé et susceptible par là même d'en affecter d'autres. La question de la production des œuvres, au sens large d'objets artificiels, est complexe. Dans le Scoli de la proposition 2 de la troisième partie, elle n'est explicitée que de façon négative. Spinoza répond en effet à ceux qui pensent que, je cite, des seules lois de la nature considérées seulement en tant que corporelles, il ne peut pas se faire qu'on puisse déduire les causes des édifices et des peintures et des choses de ce genre qui se font par le seul art des hommes, et que le corps humain, à moins d'être déterminé et guidé par l'esprit,
ne serait pas capable d'édifier un temple. Donc il répond à ceux qui croient cela, que cela relève seulement d'une ignorance de ce que peut le corps. Est-ce que cela implique alors de considérer que la production d'une œuvre, édifice, peinture ou autre chose de ce genre, relève d'une sorte de somnambulisme, ou pourrait s'expliquer de manière analogue? Cela signifierait alors, pour reprendre là aussi anachroniquement le titre de Valéry, qu'il n'y a pas de différence entre l'homme et la coquille, que l'œuvre se produirait en quelque sorte toute seule par un simple effet de mécanisme corporel. La critique spinoziste de la finalité est tout à fait compatible avec cette manière de voir. Mais il est possible d'envisager, et ça n'est pas du tout contradictoire avec ce qui vient d'être dit, que la productivité du corps, sa capacité à produire des effets, ne soit pas un donné immuable, qu'elle puisse être justement enrichie, nourrie par des expériences diverses, pour reprendre les termes du Scoli 45 de la 4e partie. L'enrichissement de l'expérience du corps s'accompagne nécessairement d'une meilleure compréhension de l'esprit. Loin que la critique de la finalité empêche de penser l'art, il permettrait de penser la production d'une œuvre sans recours à une finalité consciente, ce qui n'implique pas du tout de dire que l'œuvre serait produite sans pensée. Production qui serait à penser comme un effet non arbitraire, mais en partie non intentionnel. On ne raisonne donc pas sur l'intention d'un artiste, ni sur la relation entre intention et effet produit, mais sur la manière dont une œuvre est produite, je dirais simultanément, par le corps et l'esprit de l'artiste, et dont elle affecte simultanément le corps et l'esprit de celui qui la reçoit, qu'il soit spectateur ou auditeur. Et je pense, en tout cas dans la manière que j'ai d'envisager les choses, je pense qu'on peut inclure la musique, qu'on peut inclure les odeurs, et que justement, on y reviendra peut-être, mais qu'il n'y a pas de raison de restreindre les choses. Mais là aussi, je me référerai à la manière dont Klee parle de son travail de peintre, parce qu'il me semble que ça permet aussi d'expliciter les choses. Klee use de la parabole de l'arbre. Il parle de lui-même comme d'un arbre, et il dit qu'il a recours à une parabole. Donc il use de la parabole de l'arbre pour placer l'artiste dans une position qu'il qualifie d'intermédiaire. Il est un simple tronc j'aurais envie de dire non cartésien, mais un simple tronc qui recueille ce qui monte des profondeurs et le transmet sous une autre forme. Autrement dit, l'artiste ordonne le flux des apparences et des expériences, et cette mise en ordre consiste en une transformation qui donne naissance à l'œuvre, transformation qui accorde davantage d'importance, dit Klee, à la nature naturante qu'à la nature naturelle. On peut alors se demander, en revenant à Spinoza, ou en revenant à ces concepts spinozistes, sur quoi débouche ce rapport d'un corps à ces autres corps singuliers que sont les œuvres. D'un certain point de vue, il faut bien dire que le rapport à une œuvre, comme le rapport à n'importe quel autre corps, nous amène à percevoir l'idée de l'affection qui enveloppe à la fois notre corps et le corps qui l'affecte. Vous renvoyez ici à la proposition 25 de la 2e partie. Dans cette mesure, on n'échappe pas à la nécessité de l'imagination et de l'inadéquation. Mais je me demande, en tout cas c'est la question que j'ai voulu poser, est-il pensable que, selon les formulations du Scoli de la proposition 29 de la 2e partie, le rapport à une œuvre ne revienne pas seulement à percevoir les choses selon l'ordre commun de la nature, ne consiste donc pas seulement dans la rencontre fortuite d'une chose correspondant à une détermination du dehors, mais en une détermination du dedans, celle qui permet de comprendre en quoi les choses se conviennent, diffèrent ou s'opposent. Bien sûr, si l'on pense seulement que les corps conviennent en tant qu'ils sont modes de l'attribut étendu, le rapport à l'œuvre ne différera pas du rapport à n'importe quel autre corps, et l'on parviendra seulement à une connaissance des propriétés communes qui sont des propriétés physiques.
Connaître le tableau à partir de telles propriétés physiques serait certes une connaissance adéquate de ce tableau, enfin de ce corps, par exemple en tant que occupant, en tant que toile peinte, encadré, en tant qu'étendue, pour le dire plus généralement, mais cela n'aurait bien sûr pas d'intérêt du point de vue de la relation à une œuvre singulière. Mais est-ce que reconnaître l'existence de ces propriétés, enfin reconnaître que l'œuvre est un corps parmi d'autres, est-ce que cela implique nécessairement que la manière dont les œuvres d'art nous affectent se trouve strictement enfermée dans une opposition entre le premier et le deuxième genre de connaissance, qui amènerait à considérer qu'une œuvre appelle soit un jugement inadéquat sur la beauté issue de l'imagination, soit qu'elle serait connue adéquatement par ses propriétés communes de corps. Il me semble que cela ne suffit pas et qu'on n'est pas limité à une telle alternative. Et l'existence des plaisirs mentionnés dans le scoli de la proposition 45 de la 4e partie en est un indice. Je me demande donc s'il y a place pour l'appréhension d'autres relations de convenance et de disconvenance entre les corps que ces propriétés physiques générales. Appréhension qui ne prendrait pas, qui ne prendrait pas la forme d'une connaissance adéquate, explicitable, mais qui serait plutôt à penser comme relevant d'une expérience. Alors, dans son livre « L'expérience et l'éternité », Pierre-François Moreau distingue 3 fonctions de l'expérience, et je retiendrai en particulier la deuxième de ces fonctions, qu'il qualifie de constitutive, fonction qui intervient là où certains faits ne peuvent être conclus de la définition d'une chose. Bien sûr, le fait que certains faits ne peuvent être conclus de la définition d'une chose, cela peut déjà faire référence au fait qu'il est impossible de déduire la diversité des choses en partant de la seule idée d'étendue. Mais ce constat ne concerne pas seulement la physique, mais d'autres domaines où se manifeste l'activité des modes finis les plus complexes, tels le langage, l'histoire, les passions. Je fais l'hypothèse que les arts, la relation aux œuvres d'art, pourraient constituer un autre de ces domaines, même si Spinoza ne s'engage pas, je crois, expressément dans cette voie. Un domaine qui ne pourrait être rabattu sur aucun des autres, ni sur le langage, ni sur l'histoire, ni sur les passions. Les œuvres et la relation que nous entretenons avec elles diffèrent des mots et de la manière dont nous nous y rapportons. Le scoli de la proposition 18 de la 2e partie explique comment, par les mots, chacun tombe d'une pensée dans une autre, suivant l'ordre que l'habitude a, pour chacun d'entre nous, mis entre les images des choses. Il n'y a pas lieu de penser que l'œuvre d'art qui est singulière nous affecte en produisant une habitude équivalente. Si on considère que la production de l'œuvre d'art par l'artiste relève d'une certaine nécessité, au sens où l'artiste n'use pas d'un libre arbitre, mais se confronte à une matière qu'il travaille, qu'il ne crée pas de toute pièce la forme qu'il compose, ce qui n'implique pas de minimiser son travail artistique ou de le ramener à un automate mécanique. On peut suggérer que c'est justement cette nécessité qui est appréhendée sous la forme d'une convenance de l'œuvre avec notre corps, dont elle augmente la puissance d'agir. Cette convenance est à la fois commune, au sens où tous les hommes dont les corps ont des propriétés communes sont susceptibles d'en faire l'expérience, et elle est singulière, si l'on songe que la musique est bonne pour le mélancolique, mauvaise pour l'affligé, et ni bonne ni mauvaise pour le sourd. Proposition qui peut être étendue aux œuvres, dont certaines pourraient résonner plus que d'autres avec notre propre complexion et notre propre histoire, puisque cette complexion est susceptible, bien sûr, de se transformer dans le temps. Donc, certaines pourraient résonner plus que d'autres à l'intérieur d'un cadre de propriété commune. Spinoza redéfinit dans la 4e partie, la préface de la 4e partie de l'éthique, la perfection, et il le fait dans une perspective éthique. Il me semble qu'on peut envisager que le rapport à une œuvre d'art, la composition de corps qu'elle produit, rendent aussi
plus parfait, sans que cela implique pour autant de ramener l'éthique à une esthétique. De ce point de vue, on pourrait supposer que l'œuvre d'art, certaines œuvres d'art, certaines productions de l'art, et non pas l'art en général, sont proprement utiles, et que cela se manifeste par un plaisir, une augmentation de la puissance d'agir de nos corps, accompagnée d'une meilleure compréhension de l'esprit. Pour conclure cet exposé, je dirais que cette lecture de Spinoza permet de retrouver les enjeux contemporains, en cela qu'elle rend concevable une définition immanente de l'œuvre d'art, caractérisée comme étant un certain mode, une certaine manière d'être, dont le fonctionnement est esthétique parce qu'elle entretient, et dès lors qu'elle entretient, certaines relations avec des individus qui la reçoivent, qui entrent en relation avec elle. Ce qui implique que la question esthétique du jugement de goût est secondaire et que ce qui importe, on pourrait dire de manière contemporaine, du point de vue d'une esthétique renouvelée, c'est l'étude de ces relations qui peuvent exister sur la base de certaines propriétés de ce corps composé qu'est l'œuvre d'art et de la manière dont il affecte par ses propriétés mêmes celui qui s'y rapporte comme à une œuvre d'art et qui peut très bien ne pas le faire, hein, au sens où je peux passer devant un monochrome et y voir simplement un objet suspendu à un mur. Bon. Donc, pour terminer, hein, il me semble qu'il serait intéressant d'opérer un rapprochement avec le travail développé par Dewey, et notamment un rapprochement avec le chapitre 7 de son livre « L'art comme expérience », chapitre 7 dans lequel il développe longuement l'hypothèse d'une histoire naturelle de la forme, faisant de la forme une propriété qui caractérise toute expérience comme une expérience et qu'il est possible de déterminer comme forme esthétique. Cela impliquerait de réfléchir à la possibilité que l'art et les œuvres d'art puissent s'expliquer et se comprendre à l'intérieur de la nature et prendre la forme d'un naturalisme, hein, même si Dewey a parfaitement conscience que ce terme suscite non seulement des réticences, mais une forme de mépris philosophique. Mais ce qui m'intéresse, c'est que dans cette histoire naturelle de la forme, il s'arrête en particulier sur le schème du rythme, schème dont il dit que c'est un schème universellement répandu, schème qui sous-tend tout phénomène d'ordre dans le changement, schème du rythme qui permettrait d'envisager une structure unitaire des arts et de penser l'émergence de ces formes que sont les œuvres d'art, ainsi que les relations de convenance et de disconvenance entre elles et les corps qui les perçoivent. Je vous remercie. Merci Nathalie pour cet exposé qui montre au fond comment on est amené à penser une conception élargie de l'art comme expérience pratique de composition, de combinaison qui n'est pas prédéfinie d'avance. Et ça permet peut-être aussi de résoudre un certain nombre de difficultés concernant les catégories esthétiques, beau, bon, utile, puisqu'au fond c'est peut-être dans les séparations entre ces catégories qu'on méconnaît la démarche proprement spinoziste aussi, qui se réfère d'abord au corps, à l'expérience corporelle. Est-ce que quelqu'un voudrait réagir sur ce sujet? Je voudrais commencer, mais c'est totalement spontané, c'est-à-dire, je n'ai pas encore réfléchi à ce que je vais dire, sinon que en insistant sur l'utilité de l'œuvre d'art, tendanciellement, on se rapproche finalement, et toute votre insistance aussi sur les corps qui reçoivent l'œuvre et qui
sont d'une certaine manière ajustés, on se rapproche tendanciellement de la création des formes politiques. C'est-à-dire, je pensais au fond, et curieusement, on n'a pas encore parlé dans ce colloque, à la révélation. C'est-à-dire, il y a vraiment chez Spinoza une théorie de la production imaginaire, qui peut être un modèle de la création artistique, c'est la révélation. Dans ce que vous avez dit, l'œuvre parfaite, au fond, c'est par exemple la loi de Moïse. L'œuvre parfaite, c'est la loi de Moïse. D'ailleurs, on s'aperçoit qu'elle exclut toute œuvre d'art. C'est-à-dire, à partir du moment où l'œuvre parfaite est donnée, il n'y a plus besoin de créer des œuvres d'art à l'intérieur même du système. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, tendanciellement, si l'on va vers l'utilité propre de l'art, si on pousse la thèse jusqu'au bout, on va vers l'idée de l'œuvre parfaite, et l'œuvre parfaite, c'est l'œuvre politique qui expulse toute possibilité d'œuvre d'art, puisque, d'une certaine manière, à ce moment-là, il y a adéquation de la jouissance à l'intérieur, je dirais, de l'œuvre elle-même. C'est-à-dire des corps qui sont formés par cette œuvre. Quant à Moïse, je reviens sur le somnambulisme, Spinoza dit bien qu'il n'a jamais fait un raisonnement véritable. Donc, ma question était spontanée, pas trop réfléchie, mais par rapport à ce que vous avez développé et par rapport à l'idée d'utilité, n'avez-vous pas le sentiment, effectivement, qu'on va vers l'idée de l'œuvre parfaite et par là même à l'expulsion même de la pluralité de la possibilité de la création? Oui, votre question est très intéressante, mais j'aurais tendance à vous répondre que non. C'est-à-dire, enfin non, ce que vous dites me fait beaucoup réfléchir, mais disons qu'en tout cas, en parlant d'utilité propre des œuvres d'art, je n'ai pas du tout dans l'idée qu'on puisse parvenir à quelque chose comme une œuvre parfaite. C'est-à-dire qu'en fait, là où je situe l'utile propre, c'est dans le rapport que je situe vraiment cette idée d'utile propre simplement dans, on va dire, l'augmentation de la puissance d'agir qui peut résulter d'un certain rapport à une œuvre. Et donc, il me semble qu'il n'est pas nécessaire de supposer, d'ailleurs, je ne vois pas bien ce que ça pourrait vouloir dire, il n'est pas nécessaire de supposer quelque chose comme une œuvre parfaite. Donc c'est pour ça, mais je suis d'accord, enfin, c'est pour ça que la difficulté, c'est effectivement de savoir si il y a place pour cette communauté qui ne va pas déboucher sur quelque chose comme justement une connaissance physique parfaite. Voilà, c'est dans ce lieu-là que je voudrais me situer. Donc, mais voilà, donc il ne me semble pas qu'on ait besoin qu'il soit nécessaire d'articuler ça à cette idée de l'œuvre parfaite. Ça serait quoi l'œuvre parfaite, Moïse? Oui, voilà. L'œuvre parfaite, c'est celle dans laquelle nous sommes et qui supprime à ce moment-là toute possibilité de multiplier l'œuvre d'art. Enfin, il n'y a pas d'œuvre d'art dans l'état de Moïse. Il n'y a pas de théâtre, c'est impossible. Parce qu'on y est. On est dans la satisfaction de la création et de l'état parfait. Donc, disons, c'est cette tendance à l'utile propre qui me fait penser à cela, enfin, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut pousser l'idée d'œuvre d'art comme utile propre? Bon, c'est une interrogation. C'est ce qu'a provoqué en moi votre exposé. Ariel? Je vais rebondir sur
sur ce que dit Laurent, parce que votre intervention me faisait penser à un article de Matron sur la nature de la Bible. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce texte où Matron montre que la Bible, enfin l'écriture sainte, peut être considérée comme un individu, au même titre que d'autres individus de la nature, puisque vous êtes interrogé sur le caractère, enfin sur l'ontologie de l'œuvre d'art, en quelque sorte, dans une ontologie spinoziste. En quoi est-ce qu'une œuvre d'art peut avoir un statut autonome? Et alors Matron posait cette question à propos de l'écriture sainte, justement. Et il donnait deux éléments. Il disait que ça ne pouvait pas être considéré comme un individu fermé sur soi-même, mais comme un ensemble de relations avec le public qui agirait d'une certaine façon selon les injonctions de l'ouvrage. Et d'autre part, cet individu pouvait être dénaturé et perdre son statut d'individu pour revêtir un autre statut à partir du moment où les injonctions qu'elle inspirait seraient plus conformes aux intentions des auteurs de la Bible. D'où la question essentielle, quelle est l'intention des auteurs de la Bible, question que Spinoza pose dans le chapitre 7 du TTP. Mais alors là, la différence avec votre exposé, c'est que justement vous avez laissé de côté la question de l'intention, puisque vous avez montré que le propre d'une œuvre d'art, c'est ça que justement l'intention de l'auteur, elle disparaît, elle s'autonomise. Et à ce moment-là, ma question serait, alors est-ce que l'œuvre en tant qu'individu, c'est l'œuvre toute seule, le tableau de clé sur le mur, ou est-ce que c'est la relation de ce tableau avec le public? Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va faire la différence entre la bonne relation et la mauvaise relation? Est-ce que c'est encore possible à penser? Alors déjà, par rapport à la première partie, je pense que l'œuvre existe. Le tableau est constitué. Pour moi, ce que j'entendais par œuvre, c'est ça. Est-ce qu'il s'agit de penser ce que serait la vraie relation à l'œuvre? Moi, il me semble que l'idée de communauté, l'idée de propriété commune et de notion commune nous semble justement permettre de se dégager de cette idée de vérité. C'est-à-dire que il me semble que la composition, on va dire simplement la relation dans laquelle je rentre avec cette œuvre, fait que certaines œuvres vont résonner, vont avoir un certain effet. Et que simplement, on va dire de cet effet-là, quelque chose comme on va dire que cet effet corporel est associé à une meilleure compréhension des choses. Mais est-ce que pour autant ça doit déboucher sur l'idée que je vais accéder à la vérité de l'œuvre d'art? Je ne le crois pas. Il me semble que justement, il me semble que ce qui est possible de penser, c'est quelque chose comme une rencontre entre mon corps et celui de l'œuvre, et que cette rencontre produit un effet qui s'accompagne de pensée. Mais ça s'accompagne de pensée sans que forcément je puisse expliciter cette pensée sous la forme de propositions qui seraient, je ne sais pas, simples et claires. Enfin, je ne sais pas si je vous réponds, mais dans cette mesure-là, je pense que la vérité, c'est comme un horizon très lointain par rapport à ça. La question me pose, comment est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qui va définir l'œuvre comme individu toute seule? Déjà, l'œuvre a une consistance ontologique, indépendamment même du regard qu'on peut porter sur elle. Sinon, ça signifie qu'elle n'est qu'une image. Oui, c'est ça. Est-ce qu'elle n'est pas au départ simplement une image et elle n'acquiert pas son statut dans la relation qu'elle entretient avec un certain public? Et à partir de là, quelle relation pour qu'elle soit vraiment une œuvre et pas simple support d'association subjective et variable? Elle est tout de même composée. Quand Spinoza parle des édifices et des peintures dans le Scoli de la proposition 2 de la troisième partie, il y a bien quelque chose qui prend forme et qui existe.
comme corps, et indépendamment, je dirais, oui, qui existe comme corps, indépendamment de quelque chose, indépendamment d'un regard porté sur elle. Enfin, il me semble. Ces édifices ne sont pas de pures images. Et dans cette énumération, il y a des édifices, il y a les peintures, etc. Donc ils ont bien un statut. Alors effectivement, je suis d'accord qu'il y a une difficulté parce que ça supposerait... Enfin, je suis d'accord qu'il y a une difficulté là, mais en même temps, voilà, ces édifices existent bien. Et je ne fais... On va dire que je conçois le rapport à l'œuvre comme... quelque chose, oui, je conçois l'œuvre comme un de ces édifices. Voilà. Moi, je n'ai pas voulu m'avancer, étant donné que je n'ai pas voulu m'avancer au-delà de ce qui me semble effectivement être une raison. Quelle serait la différence entre le faire spinoziste de qu'est-ce que fait l'art et le faire la théorie pragmatique? Est-ce que le pragmatisme tombe vers quelque chose qui est comment fonctionne l'art? Après, par la reprise analytique. Enfin, en tout cas, dans ce chapitre sur l'histoire, enfin, dans ces deux chapitres, les chapitres 6 et 7, Duhem va au-delà de quelque chose, enfin, il va au-delà de la question comment fonctionne l'art. Justement, il essaye d'élaborer quelque chose comme une pensée de la forme et à travers ce schème du rythme, dès qu'on peut à la fois penser, ce qui n'implique pas d'ailleurs de nier l'intervention sociale dans le jugement de goût, mais on peut penser quelque chose comme une universalité, ou en tout cas une communauté de ces formes produites dans les œuvres d'art et dans les différents arts. Et que cette communauté implique qu'il y a aussi une communauté de réception possible. Voilà. Donc, je pense qu'évidemment, les différences entre Duhem et Spinoza peuvent être établies de manière patente. Moi, je me suis simplement autorisé ce petit rapprochement parce qu'il me semblait que la question du rythme, voilà, était une manière de penser cette nuance. Enfin, une manière de pouvoir. Bien, alors nous allons clore les travaux de cette matinée sur ces dernières questions.